C'est quoi ce truc? Il faut que je comprenne. Cette fourmi vit en Australie. Celle-ci vit aussi en Australie. Bref, les animaux de l'île se sont transformés en monstres une fois de plus. Mais comme toujours, ça s'est pas fait sans raison. Voici la fourmi taureau, un insecte effrayant dont les mandibules massives semblent justifier la redoutable réputation. Ces fourmis sont incroyablement agressives et leur piqûre est très douloureuse. Et comme si ça suffisait pas, elles sont capables de vous sauter dessus si elles sont vraiment en colère. Je le disais, ces fourmis ont une piqûre douloureuse et venimeuse qui plus est. C'est le top niveau des insectes. Mais l'Australie a estimé que c'était pas assez et elle a décidé d'en faire plus. Elle a doté les fourmis taureaux d'une excellente vue. Elles peuvent voir les envahisseurs à une distance d'environ 1 mètre, ce qui est sacrément loin pour de grosses fourmis. Et pour elles, tout être vivant est un intrus. S'approcher d'un nid, c'est la garantie d'être mis à l'index. Quand ça arrive, on peut être sûr que les fourmis vont attaquer. Lorsque ces grosses fourmis agressives quittent le nid, c'est le moment de s'enfuir au plus vite. Et quand je dis grosses, je plaisante pas. Elles peuvent atteindre 40 mm et elles forment des armées capables d'infliger de douloureuses piqûres. Imaginez, elles s'accrochent avec leurs mandibules, elles arquent l'abdomen pour révéler leur dard et elles injectent une bonne dose de venin. Ont forcément un but. Rien dans la nature n'existe sans raison. Alors, quelle était l'idée de l'évolution? Pour le savoir, des chercheurs ont analysé le venin de ces fourmis et ils y ont découvert une molécule unique. Au lieu de causer directement la douleur, elle amplifie la sensibilité aux piqûres, prolongeant la douleur pendant longtemps. Compte tenu de l'agressivité de ces fourmis et de la douleur que causent leurs piqûres, c'est pas une mauvaise stratégie. Elle fonctionne même très bien. Y compris contre l'échidné, un prédateur unique endémique de l'Australie. L'échidné, armé de piquants, est le seul animal assez audacieux pour piller les nids de fourmis taureaux afin de dévorer leurs larves. Difficile de lutter contre ces piquants, alors les fourmis rendent le prédateur hypersensible à la douleur et elles le mordent sans relâche. Les chercheurs pensent que ça suffit à le dissuader de revenir. Après suffisamment de piqûres, ils lâchent l'affaire définitivement, et tant pis pour les délicieuses larves. Le venin de ces fourmis a été spécialement conçu pour combattre les échidnés, qui ont évolué aux côtés des fourmis depuis des millénaires. Les fourmis ont donc eu le temps de s'adapter. Cela dit, les fourmis s'attendaient pas à ce que leur venin, conçu pour les échidnés, affecte les humains de la même manière. Elles n'y sont pour rien. Et maintenant, une information qui a de quoi interpeller. Les Australiens se demandent souvent pourquoi il y a tant d'insectes qui piquent dans leur pays. C'est comme si tous les animaux mortels avaient élu domicile sur la même île. Comment c'est possible? Il n'y a pas de réponse simple à cette question. Mais si les fourmis taureaux vivent en Australie, c'est tout simplement car ailleurs, elles ont disparu. Autrefois, on en trouvait partout dans le monde. Des fossiles de ces insectes ont été découverts au Canada, au Colorado, en Allemagne, au Danemark et en Argentine, datant de 50 millions d'années. Peut-être même que certaines piquaient les dinosaures. Vous avez bien entendu, il existait déjà différentes espèces de fourmis il y a 50 millions d'années. Les scientifiques pensent que les toutes premières sont apparues il y a 140 millions d'années, puis qu'elles se sont répandues sur la planète en suivant les plantes. Elles ont eu tout le temps de se diversifier. Il est peu probable que les premières fourmis taureaux soient apparues en Australie. Mais une théorie explique pourquoi elles se sont installées là et pourquoi elles sont devenues si agressives. Voilà ce qui s'est passé. À une époque, l'Australie faisait partie du supercontinent appelé Gondwana, avec l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde et l'Antarctique. Il y a 140 millions d'années, le Gondwana s'est désagrégé, entraînant la séparation de l'Australie et de l'Antarctique, d'où leur isolement. À l'époque, des fourmis taureaux se sont retrouvées bloquées sur le continent australien, coupées du reste du monde. Et, alors que leurs congénères ont disparu, ces fourmis australiennes ont prospéré. Ça a au moins un bon côté. Les fourmis australiennes n'ont pas à envoyer de carte de vœux à leur famille. Quelques individus sont donc restés coincés en Australie. Au cours de millions d'années, ces fourmis se sont diversifiées en nouvelles espèces, se faisant une place dans leur environnement.
Alors que l'évolution a fait disparaître les fourmis taureaux ailleurs dans le monde, elles ont trouvé leur place en Australie. Dans un premier temps, elles se la coulaient douce car aucun prédateur n'essayait de les manger. Mais elles ont dû évoluer et s'adapter aux menaces locales comme l'échidné en adoptant de nouvelles stratégies. De nos jours, même les araignées géantes qui terrifient le monde entier ne leur font pas peur. Moi, elles me donnent la chair de poule, mais les fourmis, elles n'en ont rien à faire. Le plus intéressant chez ces fourmis, c'est leurs mandibules. Elles sont pas apparues en Australie. Les fourmis taureaux du reste du monde les avaient déjà, et elles ont toujours constitué un moyen de défense et d'attaque fondamental. Et malgré le passage de millions d'années, les fourmis australiennes les ont conservées. En effet, pourquoi y renoncer? Elles fonctionnent très bien. Ces mandibules effrayantes sont aussi efficaces aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a des millions d'années. Quant à savoir quelle est leur origine, c'est une bonne question. Elles leur servaient peut-être à mordre le derrière des dinosaures. En fait, quand on étudie les fourmis d'Australie, on se rend vite compte qu'il y en a une quantité incroyable. Toute personne vivant en Australie ou visitant le pays a un jour ou l'autre un problème de fourmis. Partout en Australie, que ce soit sur les dunes de sable de l'Outback ou dans une rue animée d'une grande ville, les fourmis sont omniprésentes. Elles pourraient en devenir l'emblème, au même titre que le kangourou ou le koala. Les Australiens s'en inquiètent, car si leur population continue à augmenter, et c'est le cas, ils finiront par être entourés de fourmis en permanence, où qu'ils aillent. Leurs nids peuvent être énormes et compter des dizaines de milliers d'ouvrières et de vastes monticules, ou être tout petits. Quelques ouvrières occupant un creux entre des rochers ou dans une branche. Au niveau mondial, il existe environ 300 genres et quelques 15 000 espèces et sous-espèces de fourmis. L'Australie compte des représentants d'environ 100 genres et 1300 espèces et sous-espèces. Ça veut dire qu'en Australie, on trouve un tiers de tous les genres de fourmis et 15% de toutes les espèces. De plus, certaines ne se trouvent nulle part ailleurs sur la planète, ce qui en fait un véritable paradis pour les fourmis. Non seulement il y a une abondance de fourmis en Australie, mais certaines d'entre elles sont fascinantes. Je précise que les fourmis en question sont pas originaires d'Australie, mais elles sont trop étonnantes pour ne pas être mentionnées. Les fourmis peau de miel stockent une réserve de liquide nutritif dans leur abdomen. Lorsque les temps sont durs et que la nourriture vient à manquer, ce miel sert de réserve à la colonie. Et elles ne se contentent pas de produire un peu de miel, elles peuvent gonfler jusqu'à atteindre la taille d'un grain de raisin. Lorsqu'une autre colonie attaque une fourmilière, les agresseurs cherchent à s'emparer des pots de miel. Partout dans le monde, des fourmis stockent la nourriture ainsi, mais en Australie, c'est les rudes conditions de vie qui leur ont fait adopter ce comportement. En Australie, les fourmis peau de miel peuvent représenter la moitié d'une colonie. Enfin, presque la moitié. 49% dans un cas et 46% dans un autre. Les chercheurs ont trouvé 516 pots de miel parmi les 1063 fourmis d'une colonie et 1836 parmi les 4019 fourmis d'une autre colonie. Ça fait beaucoup. Visiblement, elles aiment faire des réserves. Ces fourmis vivent dans les déserts et autres régions arides de l'Australie, où trouver des ressources est un défi en raison de la chaleur extrême. Pour résoudre le problème, elles ont pris l'habitude de faire des réserves comme les abeilles. La différence réside dans l'endroit où elles stockent la nourriture. Quant au miel, il est en effet assez sucré. Oui, des chercheurs l'ont goûté pour s'en assurer. L'étude des nids de fourmis est passionnante, mais c'est une corvée. Il faut d'abord trouver des nids, puis creuser tout autour et compter toutes les fourmis. À ce stade, la plupart des gens diraient déjà « je laisse tomber les fourmis, j'en ai marre ». Pourtant, c'est que le début. Il faut ensuite peindre les fourmis de différentes couleurs et passer 250 heures à surveiller leurs moindres faits et gestes. Ensuite, il faut voler leur nourriture et leurs larves pour effectuer des tests isotopiques. Et sans doute trouver une bonne excuse au cas où un policier trouverait dans notre voiture d'énormes fourmis prédatrices brillantes lors d'un contrôle. Elles risqueraient de sauter hors de leur boîte et de les mordre. Beaucoup d'Australiens ont peur des fourmis taureaux, mais quand on a été piqué par une fourmi sauteuse, on l'oublie pas. Cette bestiole est une championne de saut. La fourmi sauteuse est une cousine de la fourmi taureau
connue pour sa piqûre qui peut provoquer un choc anaphylactique chez les gens allergiques. Non seulement elle est encore plus agressive, mais dans de très rares cas, son venin peut être mortel. La fourmi sauteuse est originaire d'Australie et on la trouve surtout dans le sud-est de l'île, ainsi qu'en Tasmanie. Elle est capable de sauter très haut grâce à ses pattes minuscules mais puissantes. Et quand on tombe sur une fourmi sauteuse, on ne doit pas seulement se méfier de ses grosses mandibules. Ces fourmis possèdent un puissant aiguillon et contrairement aux abeilles, elles peuvent piquer plusieurs fois sans mourir. Elles sautent, elles piquent, encore et encore. Les fourmis sauteuses doivent leur talent à l'évolution, qui les a dotées d'un système musculaire unique. Ces muscles se contractent et se relâchent très rapidement, propulsant les fourmis vers l'avant avec une force incroyable. Elles sont nées pour sauter, convertissant efficacement l'énergie chimique en mouvement. Ce processus de saut fait appel aux muscles, aux tendons et à l'exosquelette, mais passons sur les détails complexes. En résumé, elles peuvent faire des bonds de 10 cm, soit 3 fois la longueur de leur corps. Ça paraît peu, et en effet, si la fourmi est au sol, elle n'atteindra pas votre visage. Mais si elle est en hauteur... Enfin, je veux pas vous causer des cauchemars. Si on essayait plutôt de comprendre comment les fourmis taureaux ont obtenu leur capacité, quelle est leur histoire? Les chercheurs ont découvert que ce mécanisme de mâchoire piège a évolué de façon indépendante chez 7 à 10 espèces de fourmis. L'évolution semblait donc convaincue que les fourmis avaient absolument besoin de telles mâchoires. Comme je l'ai dit, les fourmis taureaux sont arrivées en Australie déjà équipées de ces mâchoires impressionnantes. Il aurait été stupide de s'en débarrasser, car c'est un moyen très efficace d'attraper et de retenir les proies rapides. C'est très pratique. Quant à la capacité de sauter, elle pourrait être une réponse évolutive à la prédation par les fourmilions. Vous connaissez ces petits gars? À l'âge adulte, ils ressemblent à des libellules, mais à l'état de larve, ils semblent sortis d'un cauchemar. Peut-être votre cauchemar. Regardez donc. Les fourmis aiment les zones sèches, et l'Australie en regorge. La larve de fourmilion chasse en creusant un puits de sable, attirant fourmis et autres insectes qui tombent dedans et glissent jusqu'au fond où les attend la larve affamée. La seule façon de survivre, c'est à l'aide d'un saut puissant. C'est ainsi que les fourmis de la sous-famille des Ponerinae s'échappent de la fosse à l'aide de leur mâchoire à ressort. Oui, elles sautent en utilisant leur mâchoire et, statistiquement parlant, ça fonctionne. Au fait, l'animal le plus rapide du monde est aussi une fourmi. What a twist! Mystrium camillae, également appelé fourmi Dracula, un nom qui en jette, peut claquer des mâchoires 5000 fois plus vite qu'un clin d'œil. Je sais, vous pensiez que je parlais de vitesse de course, mais vous avez essayé de claquer des mâchoires? C'est pas facile à faire rapidement. Ce minuscule Dracula peut claquer des mâchoires à la vitesse incroyable de 322 km/h, ce qui en fait l'animal terrestre aux mouvements les plus rapides. La fourmi met ses mâchoires en action en serrant leurs extrémités l'une contre l'autre, un peu comme si elle claquait des doigts. Qui aurait pu imaginer qu'il s'agissait d'une technique de chasse efficace? Si je vous dis que la fourmi Dracula vit en Australie, ça vous étonne? Moi, pas du tout, mais je tiens à préciser qu'on peut aussi rencontrer cette fourmi ultra rapide en Afrique tropicale et en Asie du Sud-Est. On peut se demander pourquoi avoir des mâchoires rapides est si important dans le monde des insectes. En fait, les fourmis Dracula se servent de leurs mâchoires pour frapper leur proie, les assommer ou les repousser. Une fois la proie confuse ou morte, si la chance sourit aux fourmis, elles la ramènent au nid pour nourrir les larves. C'est là une autre adaptation de ces fourmis qui leur a permis de survivre en Australie. Tout le monde ne peut pas manger de feuilles, il n'y en a pas assez à disposition. L'Australie compte un grand nombre de fourmis dangereuses qui ne permettent généralement pas à de nouvelles espèces de s'y installer, sauf aux fourmis de feu, l'une des espèces les plus invasives au monde. On a découvert des fourmis de feu pour la première fois en Australie en 2001. Heureusement, les autorités ont immédiatement pris conscience du danger. Cependant, elles en ont sous-estimé la gravité. La théorie est une chose, la pratique en est une autre. Comme je l'ai dit, la fourmi de feu et son homologue, la fourmi folle jaune, sont les espèces invasives les plus dangereuses qui soient. Elles sont parmi les créatures les plus dévastatrices de la planète. Aucune des deux espèces ne vivait auparavant en Australie.
Les humains les ont amenés sur le continent involontairement, ce qui a marqué le début des ennuis. Les fourmis de feu sont extrêmement agressives et elles dévorent tout, des insectes aux grenouilles, en passant par les reptiles et les oiseaux. Tout fait ventre. Et vous savez quoi? L'Australie est un véritable paradis pour ces fourmis. En effet, l'île a été d'une importance capitale pour l'évolution des oiseaux modernes. Aujourd'hui, l'Australie possède l'avifaune la plus diversifiée au monde. Pour des fourmis affamées, c'est l'équivalent d'un buffet royal. De plus, en raison du climat, il y vit peu de grenouilles. En revanche, le pays abrite environ 14% de la population mondiale de reptiles. Là encore, c'est bombance pour les fourmis. Enfin, les fourmis adorent le bétail. Elles le piquent autour des yeux, de la bouche et du nez, provoquant cécité, enflure et suffocation. Et devinez quoi? L'Australie, dont 61% des terres sont agricoles, possède le plus grand nombre de vaches et de brebis au monde, entre autres. Les fourmis ont donc de quoi se régaler. Il n'y a guère de meilleur endroit sur la planète pour des fourmis voraces. Ailleurs sur Terre, ces fourmis invasives ne sont qu'un problème parmi d'autres, mais en Australie, les choses peuvent s'emballer et conduire à une invasion de fourmis. Les conditions sont idéales pour que ça se produise, et nul ne peut y résister. Les espèces invasives doivent être combattues, faute de quoi elles détruiront complètement la biodiversité locale. Vous savez ce qu'ont inventé des chercheurs australiens? Un jeu vidéo. Bon, ils n'ont pas vraiment inventé le jeu, mais ils se servent du célèbre Age of Empires pour simuler des guerres entre fourmis. Pas pour s'amuser, mais pour découvrir comment aider les espèces locales à lutter contre les envahisseuses. L'équipe de recherche a créé des armées et des champs de bataille de tailles et de formes différentes et elle a observé les combats. Puis, les résultats ont été analysés. On peut penser que les chercheurs se la coulent douce, qu'ils s'amusent au travail au lieu de faire de la recherche sérieusement. Mais honnêtement, ces combats de fourmis n'ont rien d'amusant. Du moins, c'est ce que disent les chercheurs. Ils nous cachent peut-être la vérité. En vérité, ils recréent le même scénario encore et encore, et ils le font tourner en boucle en n'intervenant pas, ou très peu. C'est l'une des façons les moins amusantes de jouer à un jeu vidéo. Ils en ont tiré de nombreuses conclusions. Ils ont notamment découvert que les guerres entre fourmis ressemblent fortement aux conflits humains, par leur ampleur et le nombre de victimes. Ils ont aussi constaté que les petites armées composées de soldats d'élite sont plus efficaces sur les terrains complexes, tandis que les grandes armées de soldats ordinaires sont mieux adaptées aux conflits frontaux. Une chose qui semble valable aussi bien pour les fourmis que pour les humains. Bien sûr, à l'échelle des fourmis, un champ de bataille ordinaire est une allée ou un parc, et un champ de bataille complexe, un sous-bois riche en arbustes et en débris végétaux. Mais la question demeure, en quoi ces recherches aident les fourmis locales? C'est pas elles qui jouent, et les scientifiques vont sans doute pas leur communiquer des tactiques et des stratégies susceptibles de changer le cours de la bataille. Mais ce qu'ils peuvent faire, c'est modifier le paysage autour des nids des espèces indigènes. Par exemple, ajouter du sous-bois pour donner un avantage aux fourmis locales et compliquer la tâche des fourmis invasives. En théorie, ça devrait fonctionner. Imaginons maintenant l'arrivée de fourmis en Australie. Pas forcément les fourmis de feu, n'importe quelle espèce. Voici une colonie de fourmis qui débarque sur les côtes australiennes. Dès leur arrivée, les insectes se rendent compte que l'endroit est excellent et qu'il y a de quoi nourrir tout le monde. Elles peuvent s'installer là. Mais la concurrence est rude. Il y a déjà beaucoup de fourmis. Pour faire face à la situation, les nouvelles fourmis commencent à changer pour s'imposer face à leurs concurrentes. À changer physiquement. Prenons l'exemple de la fourmi à grosse tête. Cette espèce invasive est arrivée en Australie depuis l'Afrique bien avant les fourmis de feu. Comme leur nom l'indique, ces fourmis ont une tête disproportionnée. Mais les fourmis à grosse tête qui se sont installées en Australie ont maintenant une tête encore plus grosse. En Australie, les fourmis locales sont aussi diverses que redoutables. Elles se sont battues férocement pour conserver leur territoire et leurs ressources. Les fourmis à grosse tête étaient très agressives envers les fourmis indigènes, mais la concurrence était trop forte. En dernier recours, leurs soldats ont développé des mâchoires plus grandes et une grosse tête pour leur faire de la place.
Là encore, la cause s'appelle l'Australie. À Hawaï, les fourmis à grosse tête sont également invasives, mais ayant peu de concurrence, elles sont les plus petites fourmis à grosse tête du monde. Les fourmis australiennes, elles, sont 3 fois plus grandes que celles d'Hawaï. Parfois, la taille a vraiment de l'importance. Vous savez quoi? On va remonter le temps à nouveau. Lorsque l'Australie est devenue la région parfaite pour les fourmis, il y a des millions d'années, celles-ci ont dû trouver leur propre niche écologique. Certaines espèces ont occupé des zones ordinaires, mais Camponotus anderseni a élu domicile dans la mangrove. La mangrove n'est pas l'endroit le plus accueillant qui soit, car elle est régulièrement recouverte par l'eau. Pour de petites fourmis qui ont peur de l'eau, c'est un sacré défi. Mais elles n'avaient pas le choix. La concurrence était féroce, et dans la nature, les choses sont très simples. Quand une espèce s'empare d'un territoire, les autres vont voir ailleurs, ou elles s'éteignent. Nos fourmis ont refusé de disparaître, elles se sont donc adaptées. Le temps a passé, et aujourd'hui chaque colonie possède des fourmis spéciales qui jouent un rôle vital. Elles servent de bouchons. C'est pas très prestigieux, mais c'est un travail crucial. Chaque jour, au fur et à mesure que l'eau monte, elles font usage de cette drôle de tête que l'évolution leur a donnée. Ces fourmis ressemblent un peu à des chats persans, on dirait que quelqu'un leur a aplati la tête à coups de poil. Elles veillent à ce que le nid reste sec, même lorsqu'il est sous l'eau pendant des heures. L'eau ne s'infiltre pas du tout à l'intérieur. Mais les autres fourmis ne se tournent pas les pouces, elles ont aussi trouvé le moyen de s'adapter. Lorsque l'eau surprend les fourmis ouvrières, elles se précipitent vers la cime des arbres. Et partout, à l'intérieur des palétuviers, comme dans la boue, il demeure de petits espaces remplis d'air, l'endroit parfait pour attendre que la marée se retire. Cette stratégie est si efficace qu'elle a évolué de façon indépendante plusieurs fois. Des tactiques similaires sont utilisées par certaines espèces de fourmis aux États-Unis. Mais la nature a donné à nos fourmis australiennes un autre coup de pouce évolutif. Pour éviter de suffoquer dans le nid, elles ont recours à la respiration anaérobie, qui ne nécessite pas d'oxygène. Toutes ces astuces et adaptations leur permettent de survivre dans les conditions les plus inhospitalières qui soient. Une autre espèce australienne, Polyrhachis sokolova, a appris à nager. Les fourmis ordinaires n'ont pourtant pas l'habitude de nager, mais celles-ci ne sont pas ordinaires. Cette compétence leur est nécessaire pour atteindre le nid avant la marée haute. Elles se servent de leurs 4 pattes avant comme de rames et de leurs 2 pattes arrière comme de gouvernail. Pour elles, c'est dans l'ordre des choses. Ces fourmis n'utilisent pas de bouchons, mais leur nid est conçu pour empêcher l'eau d'y pénétrer. Lorsque le niveau monte, l'entrée du nid s'effondre afin que les espaces où vivent les fourmis et leurs larves restent secs. Bien entendu, après chaque inondation, il faut creuser une nouvelle entrée, reconstruire le nid et s'assurer qu'il survivra à l'inondation suivante. Mais c'est le prix à payer pour vivre en Australie. Vous savez, on n'a rien sans rien là-bas. La vie y est un combat quotidien. Les fourmis australiennes ont un autre talent. Elles savent faire le mort, à l'échelle d'une colonie entière. Il est bien connu que de nombreux animaux font le mort pour échapper aux prédateurs. Mais en Australie, les fourmis ont porté cet art à un tout autre niveau. Il y a un an, des chercheurs ont observé une colonie entière de fourmis faisant collectivement semblant d'être mortes, toutes en même temps. Lorsque les chercheurs les ont observées pour la première fois, ils ont bien cru que toute la colonie était morte. C'est triste, mais c'est des choses qui arrivent. Mais une fourmi s'est mise à bouger, suivie d'une autre, puis d'une autre encore. Les petites bêtes avaient tout simplement pris peur et elles avaient décidé de se montrer plus malignes que les humains. On n'avait encore jamais observé une telle chose. Auparavant, les chercheurs pensaient que lorsque les insectes faisaient le mort, ils le faisaient individuellement. Mais bon, l'Australie étant l'ultime terrain de jeu des fourmis, il n'est pas surprenant que ce spectacle de grande envergure y ait eu lieu. La liste de leurs prédateurs est longue et les fourmis doivent se montrer créatives pour survivre. Faire le mort n'est qu'une astuce parmi d'autres, elles sont quasiment en concurrence les unes avec les autres pour survivre. Il s'agit de trouver le moyen de survie le plus original. Le gagnant reste en vie, le perdant sert de repas. Ça n'a pas l'air d'un jeu très amusant. Pourtant, l'Australie est un véritable paradis pour les fourmis, à tel point qu'on y trouve même des fourmis dinosaures. Vous vous souvenez quand j'ai dit que les fourmis taureaux survivaient en Australie depuis des lustres, car le pays est sûr. Vous n'imaginez pas à quel point. Voici Notomyrmecia macrops, la fourmi dinosaure que l'on ne trouve qu'en Australie. Cet insecte nous donne une idée de ce à quoi ressemblaient les fourmis il y a 100 millions d'années,
à l'époque où leur chemin venait de se séparer de celui des guêpes. La fourmi dinosaure détient le titre d'espèce la plus proche de la guêpe parmi les fourmis contemporaines, et c'est la plus primitive des fourmis australiennes. Les chercheurs affirment que l'évolution l'a à peine modifiée au cours des millions d'années, ce qui lui vaut le statut de fossile vivant. À propos, elle est de la même famille que les fourmis taureaux endémiques dont on a déjà parlé. C'est plus ou moins leur arrière-arrière-grand-mère. Chez les scientifiques, cette fourmi est une sorte de célébrité. Après sa découverte en 1931, l'espèce a fait l'objet d'une étude approfondie et depuis, elle n'a jamais la paix. La ville de Puchera, où elle a été observée pour la première fois, en a fait une sorte d'attraction touristique. Une sculpture attire même les visiteurs les plus curieux. Mais son arbre généalogique fait peur à voir. Toutes les espèces apparentées ont disparu, à l'exception d'une seule. J'imagine que les crocodiles ressentent la même chose. Cette fourmi s'est si bien adaptée à l'Australie qu'elle a cessé d'évoluer et de chercher de nouveaux moyens de survie. C'est comme si l'évolution l'avait rendue parfaite dès le départ. Le fait qu'elle survive dans ce contexte de concurrence intense entre fourmis est époustouflant. Je l'envie un peu, elle est si détendue, vous savez, pas de quoi s'en faire, tout va bien. Enfin, depuis quelque temps, les choses ne vont pas si bien que ça. La fourmi dinosaure connaît des temps difficiles et elle est en danger. Les chercheurs estiment qu'il ne reste plus qu'une poignée de colonies. Mais les fourmis de ces colonies continuent à prendre du bon temps. Les touristes sont fascinés par ces fossiles vivants, mais d'autres fourmis sont prêtes à tout pour tenir les étrangers à l'écart. De nombreuses espèces le font, mais un exemple notable est celui de la fourmi à tête verte. Ces piqûres provoquent la libération d'un flot de toxines qui cause des frissons et des douleurs incontrôlables et prolongées chez l'homme et les autres mammifères. Justin Schmidt, un entomologiste un peu fou, connu pour s'être soumis à des piqûres d'insectes au nom de la science et pour avoir évalué leur douleur, décrit la piqûre de cette fourmi comme pure, intense et brillante. Il compare ça au fait de marcher sur un charbon chauffé au rouge avec un clou de 10 cm qui vous transperce le talon. Schmidt me surprend toujours par ses analogies pertinentes et par sa connaissance de la douleur que cause un clou planté dans le talon. J'imagine l'expression de son visage si on le kidnappait et qu'on le torturait pour lui soutirer des informations. Cette torture au fer à souder m'évoque une morsure de crotale. En fait, il a dit ça en parlant de la morsure de la fourmi balle de fusil, mais les morsures de ces deux espèces sont à peu près identiques. Vous voulez plus de détails ? Cette douleur intense peut persister pendant 12 heures et pas seulement dans les muscles, elle pénètre profondément dans les os. Ça fait aussi transpirer à grosses gouttes et avoir la chair de poule en permanence. Passons sur la chimie compliquée des protéines et des cellules. Pour faire simple, lorsqu'une fourmi mord, son venin perturbe les nerfs et leur fait envoyer des signaux de douleur au cerveau. Normalement, il existe un canal qui met fin à ces signaux, mais le venin l'empêche d'agir. Ainsi, pendant 12 heures, les nerfs envoient des signaux de douleur au cerveau sans arrêt. Pour protéger leur nid contre les prédateurs et les germes, les fourmis ont recours à des toxines. Mais ces toxines ne leur servent pas qu'à se défendre, elles sont aussi pratiques pour attraper les proies. Certains chercheurs pensent que ça pourrait expliquer pourquoi les fourmis à tête verte sont des chasseuses si habiles. La production de toxines est un processus exigeant que les animaux réservent aux situations extrêmes. Toutes les fourmis australiennes présentent une certaine toxicité, sans doute à cause de la concurrence. Mais la fourmi à tête verte excelle dans ce domaine, et elle a bien raison. Cette compétence s'est avérée payante, elle n'a aucun mal à survivre et elle est loin d'être menacée. Il existe une autre stratégie qui pourrait théoriquement empêcher l'extinction d'une espèce. Il s'agit d'une approche astucieuse basée sur la cupidité humaine, mais qui ne convient qu'aux fourmis les plus agressives. Comme la fourmi tisserande. Vous connaissez ? Cette fourmi est un insecte tropical qui vit en Asie et en Australie, qui peut coudre des feuilles ensemble et qui pique très fort. Peu de gens s'en approcheraient volontairement, mais les producteurs de fruits du Queensland ont découvert que ces fourmis sont parfaites pour lutter contre les animaux qui tentent de manger leurs fruits. Depuis plusieurs années, ils s'en servent pour éliminer les insectes suceurs de sève et pour repousser des animaux plus grands comme le cacatoès à huppe jaune.
S'il y a beaucoup de fourmis sur un fruit, ça dissuade les autres animaux d'y goûter. Personne n'ose se frotter aux fourmis. Les arboriculteurs rapportent donc des colonies entières de fourmis dans leur verger. Et ils se plient en 4 pour que les fourmis s'y sentent bien afin qu'elles restent dans les parages. Imaginez la relation qu'ils entretiennent avec ces insectes, même si les fourmis sont pas les créatures les plus amicales qui soient. Mais comment fonctionne ce système de défense? Selon un entomologiste, les fourmis tisserandes protègent les cultures car elles sont extrêmement hostiles aux autres espèces. Encore un animal australien qui déteste tout ce qui vit autour de lui. Tu parles d'une surprise. Ainsi, lorsqu'un animal s'approche de la colonie et la dérange, les fourmis attaquent l'intrus aussitôt. Elles le mordent tout en libérant de l'acide formique, de quoi faire fuir tous les animaux qui aiment s'attaquer aux cultures humaines et les dissuader de revenir. Certes, les fourmis s'attaquent aussi aux insectes pollinisateurs, mais les experts pensent que ce n'est pas un gros problème. À la place, c'est les fourmis qui gèrent la pollinisation, même si c'est involontaire. Du moment que le travail est fait, l'effet positif de l'éloignement des nuisibles l'emporte sur les points négatifs. À savoir la réduction du nombre de pollinisateurs et les morsures infligées aux arboriculteurs. De plus, l'utilisation de fourmis est bien moins coûteuse que celle de produits chimiques, et plus respectueuse de l'environnement. Inutile de dire que ces fourmis utiles sont loin d'être menacées. En dehors de la fourmi dinosaure, la plupart des espèces ne sont pas au bord de l'extinction. C'est comme si chacune avait trouvé sa propre recette. Tous les rapports scientifiques indiquent que le nombre d'insectes est en chute de 40% dans le monde, mais les fourmis du désert australien vont à l'encontre de la tendance. En fait, elles sont en plein essor. Partout, les insectes luttent contre des conditions météo de plus en plus imprévisibles. Vagues de chaleur et précipitations soudaines sont devenues fréquentes, ce qui est difficile à gérer pour de nombreuses espèces, en particulier les plus petites. En Allemagne, par exemple, les insectes volants ont vu leur biomasse chuter de 75% au cours des 25 dernières années. Et cette tendance se manifeste dans le monde entier, à l'exception de l'Australie. Les fourmis australiennes sont les ratels du monde des insectes. Elles se moquent des problèmes et du danger. Bien que vivant dans le désert, leur nombre explose, ce qui est en fait logique. Vivre sous une chaleur torride ne leur pose aucun problème, c'est leur quotidien. Elles disposent de cachettes sous terre pour résister à la température. Et quand il pleut, tant mieux, la pluie apporte de la nourriture. Là où d'autres espèces luttent pour survivre, elles ne voient que le bon côté des choses. La morale de l'histoire, c'est que quand on est capable de survivre en Australie, même une apocalypse ne nous fait pas peur. Ça pourrait même s'avérer un changement bienvenu, une sortie pour le week-end. Vous savez, parfois j'envie vraiment les fourmis. Mais en vérité, il n'y a pas de quoi. Les fourmis sont une source de protéines pour les aborigènes d'Australie depuis des milliers d'années. Dans le monde moderne, les insectes sont pas un aliment très populaire, du moins dans la plupart des pays. Ça changera peut-être à l'avenir, mais c'est pas la question. Les Australiens ont décidé de ne pas perdre de temps. Ça peut se comprendre, leur pays est noyé sous les fourmis, alors pourquoi pas en profiter? Les fourmis tisserandes sont l'ingrédient principal d'un nouveau gin lancé en Australie méridionale. La boisson comprend plusieurs autres ingrédients, mais c'est bien sûr les insectes qui attirent l'attention. Et pour que ça n'échappe à personne, chaque bouteille contient une poignée de fourmis, mortes bien sûr, sinon elles finiraient bien éméchées. Cette boisson a été créée dans une distillerie de la région des collines d'Adélaïde. Au début, le producteur en chef n'était pas enthousiaste à l'idée d'utiliser des fourmis. Il a fallu plusieurs mois pour le convaincre de mettre quelques fourmis dans ses alambics, mais après coup, l'homme a admis que c'était une excellente idée. Bien meilleure qu'il n'y paraît à première vue. La saveur des fourmis est décrite comme étant citronnée, avec des notes de coriandre et d'herbe. Il paraît qu'elles accentuent parfaitement la saveur originale du gin. Bien sûr, rien n'oblige à manger les fourmis qui flottent dans la bouteille et pénètrent parfois dans le verre. On peut se contenter de les retirer. Mais le fabricant suggère d'y goûter, promettant une explosion de saveurs. On dit que ceux qui essayent ce gin aux fourmis en ont les yeux qui pétillent et le sourire aux lèvres. Mais est-ce vraiment grâce aux fourmis ou est-ce simplement l'effet du gin? Quoi qu'il en soit, ces fourmis sont devenues très populaires.
on les étudie dans les cercles culinaires et elles suscitent un intérêt croissant de la part des grands chefs australiens et étrangers. Les restaurants payent déjà 600 € le kilo de fourmis et il faut une autorisation pour les récolter. Le braconnage est interdit. Un autre producteur a eu l'idée de faire du fromage de chèvre aux fourmis. Ce fromage se vend 325 € le kilo, ce qui en fait l'un des plus chers du pays. Il a obtenu une médaille d'or aux World Cheese Awards fin 2016, battant plus de 3000 autres candidats. Aucun doute, c'est parce qu'il ne contenait pas de fourmis. A plus.